Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 831, un chapitre qui a laissé sur la fin beaucoup de personnes. Il faut dire qu'on attendait tous la réponse par rapport à Jinbei, ce qui va se passer par rapport à la roue qu'on a vu la semaine dernière. Et là, c'était plus un chapitre qui mettait en place un décor qui annonce une suite, donc c'est pas passé grand chose. Et les choses qui se sont passées sont tellement what the fuck qu'on a été un tout petit peu déstabilisé. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans cette... Il va pas avoir beaucoup de choses quand même à dire dans cette vidéo, donc je vais profiter des 15 minutes que j'utilise pour cette vidéo pour parler de pas mal de trucs à la fin de cette vidéo et aussi quelques petites mises au point. Donc c'est parti pour la critique analyse du chapitre 831. C'est parti. On va commencer par parler bien sûr des deux choses vraiment importantes. Il s'agit du faux Luffy et aussi du faux Sanji. Alors pour Luffy, on est sûr à 100% que c'est un faux. Par contre pour Sanji, là on va dire à 99,8%. Ça me laisse à peu près 0,2% au cas où ça soit un vrai. Comme ça je dirais pas trop de conneries. Et on va vraiment analyser parce qu'il y a quand même des choses un peu bizarres sur eux. Même si le faux Sanji et aussi le faux Luffy semblent à peu près assez identiques par rapport à leur création, il y a quand même des différences entre deux. Premièrement, le Sanji, c'est, je dirais, un vrai faux Sanji dans le sens où, quand j'ai fait ma réaction live, je me suis beaucoup posé la question par rapport justement au sourcil, savoir si c'était comme Luffy, c'est-à-dire s'il y avait eu un changement comme une sorte de miroir, et non, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il a bien le sourcil sur le côté gauche de son œil, donc vu que ça fait une vrille et que la vrille se termine bien vers l'intérieur, donc on est sûr que c'est une vraie copie du Sanji. Par contre, au niveau de tout ce qui va être, je dirais, psychologie du personnage, là on est dans quelque chose de totalement opposé, c'est-à-dire que comme le dit Nami, si ça avait été le vrai Sanji et qu'il avait les caractéristiques mentales de Sanji, il aurait été à leur rencontre, il leur aurait parlé, parce qu'on sait que Sanji est quand même quelqu'un de très gentil et vraiment très très proche de Nami, il n'aurait pas pu s'empêcher de aller vers Nami avec les yeux en cœur comme on a l'habitude justement de l'avoir. Et aussi l'autre truc, c'est que comme beaucoup de personnes l'ont dit, il avait une sucette à la bouche au lieu d'une cigarette. Et ça reprend un tout petit peu une sorte de erreur qu'il y avait eu, enfin de modification, de censure qu'il y avait eu dans la version américaine. Alors là je vais faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu cette censure parce que j'en ai parlé à la Made in Asia avec justement Isaku Inoue quand j'ai fait son interview d'ailleurs qu'il va falloir que je pense à terminer à mettre en vidéo. Ce qui s'est passé c'est que c'est 4Kids qui est un studio d'adaptation d'animes au niveau des États-Unis et eux ils sont surtout habitués à faire des animes pour les enfants et la grande production qui se sont occupés c'était tout simplement Pokémon. Et Pokémon ça s'adressait dans leur mentalité à des personnes qui étaient de 6 à peu près à 10 ans, on va dire ça. Et quand eux, ils ont eu le travail de faire l'adaptation de One Piece au niveau américain, ils ont gardé en tête le même public, d'où toutes les censures et justement la sucette à la place de la cigarette. Et quand ils ont vu ça au Japon, ils ont envoyé Isaku Inoue en 2007, ouais c'est ça, c'était sur l'Anime Expo, pour qu'il souffle un petit peu dans les bronches des mecs pour éviter qu'ils fassent des conneries, parce que si ça avait continué comme ça, One Piece se serait totalement cassé la gueule aux États-Unis. Ça reprend un tout petit peu ce qui s'est passé aussi avec AB en France, c'est-à-dire que la première traduction qu'il y a eu au niveau des textes et comment avait été fait le doublage, ça avait été totalement catastrophique. De toute façon, c'est AB, donc il n'y a pas grand-chose. Et après, justement, ça a été repris et ça a permis à One Piece d'avoir un doublage qui est quand même de qualité au niveau français. Tout ça pour dire que le Sanji au niveau physique ressemble au véritable Sanji, mais au niveau de la psychologie, il est totalement différent. Et là, c'est totalement l'inverse avec le Luffy. C'est-à-dire que le Luffy, lui, est une copie miroir, on va appeler ça une sorte de clone miroir du véritable Luffy, mais par contre, d'un point de vue psychologie et même d'un point de vue force, il a exactement la même patate. On le voit justement quand ils sont tous les deux face l'un à l'autre et qu'ils font un Gomugo Gatling, c'est exactement ça. Et ben, on voit que la force est identique parce qu'ils se repoussent tous les deux et c'est quand même fort parce que Luffy n'est pas le dernier des pécores au niveau de One Piece, au niveau de la patate, il envoie du steak quoi, ça on peut pas dire le contraire. Donc là-dessus il y a quand même quelque chose d'important. Et ce qui se passe c'est que les deux, entre guillemets on va les appeler comme ça, les deux clones n'ont pas le même but et n'ont pas eu la même création. Par rapport à l'utilisateur du fruit du démon qui a créé ces deux clones, il y avait un but totalement différent. C'est-à-dire que le premier, le Sanji, a été créé sûrement par rapport à une image, par rapport à quelque chose de concret
où il a pu prendre toutes les caractéristiques physiques et les mettre. Par contre, on voit bien que le Senji n'a aucune interaction avec l'équipage. Il est là seulement pour servir de leurre et pour amener l'équipage à un endroit, c'est-à-dire dans le piège avec la forêt qui va se refermer. Contrairement au Luffy, qui lui, Luffy est totalement un clone miroir, c'est-à-dire qu'il est l'opposé de la personne physiquement, mais il est l'identique au niveau de tout ce qui est psychologie et tout ce qui est force. Donc pour moi, je pense que l'utilisateur du fruit du démon qui a créé justement le Luffy clone a un visuel sur eux, il était peut-être planqué dans les arbres, avait un visuel sur eux, et c'est comme ça qu'il a pu justement le créer, parce qu'il avait la personne juste en face, et par rapport à son fruit du démon, par rapport à son pouvoir, il a une base concrète pour pouvoir créer quelque chose de totalement identique, mais inversé. Je sais pas si vous m'avez compris. Ce Luffy clone a été créé dans le but de justement de pouvoir éloigner Luffy, de pouvoir séparer encore une fois l'équipage. On verra justement que Pedro et Brook, eux, ils sont partis d'un autre côté. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le Luffy clone a eu pour but justement de mettre à part Luffy d'un côté, et après on a le reste, c'est-à-dire les trois qui sont Carrot, Nami et aussi Chopper, pour pouvoir plus facilement les neutraliser. Parce que on est d'accord que Luffy est quand même le danger important, le danger imminent du groupe qui était présent sur l'île. D'ailleurs, maintenant présent sur l'île, on peut se poser la question de Pudding. Réellement, là c'est elle qui a donné l'endroit. Et maintenant on a deux solutions par rapport à Pudding. Soit Pudding a intentionnellement donner l'information pour qu'ils aillent dans le piège et que les personnes puissent les avoir, ou alors une personne a eu les informations comme quoi que Pudding a donné l'endroit où aller, et là ils ont tendu une embuscade, ce qui fait que Pudding, tout compte fait, est peut-être encore dans le camp des gentils. Maintenant, on va parler de cette forêt qui est totalement what the fuck. Premièrement, on a un crocodile géant avec un chapeau et une salopette qui bouffe un pont en donuts. Je crois que c'est clair. Je m'étonne pas que le crocodile parle. Voilà, le fait que Nami s'étonne que le crocodile parle est quand même un truc assez drôle, parce qu'elle vient quand même d'un endroit où il y a des minx, puis il y a un chopper qui est un petit truc qui parle et qui s'habille aussi en humain. Donc dans le sens complètement débile, on se présente. Après, on a une personne géante qui est enterrée jusqu'au cou et qui est en cosplay de Alice au Pays des Merveilles, parce que je sais pas si ses cheveux vont être jaunes, blonds, et le nœud dans la tête va être rouge, mais moi personnellement c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et après on a des arbres qui ressemblent à Thriller Bark qui sont en train de bouger pour pouvoir justement bloquer la sortie. Et là on va passer sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand tu fais de l'orientation, quand tu te promènes quelque part et tout ça, tu as plusieurs repères fixes qui te permettent d'évoluer. Et là, on remarque que ces trois éléments qui sont la boussole, le temps et aussi les endroits fixes, c'est-à-dire l'environnement, sont totalement en train de changer. Et ce n'est pas en ça que le danger mortel va être présent par rapport à l'équipage des Mugiwara, c'est seulement une sorte de nasse, une sorte de piège qui s'est créé pour que des personnes puissent venir à l'intérieur et puissent leur niquer la gueule. Et c'est justement ce qui arrive quand on voit un lapin sur une grue arriver à fond de train et faire une sorte de décapitation pour niquer la gueule à Nami et aussi à Carrot. D'ailleurs, l'intervention de Carrot est absolument excellente et je parlerai à la fin de la vidéo de ce passage pour moi qui est assez important par rapport à un thème qui est le fanservice dans One Piece. On va justement y revenir. Et le lapin avec le chapeau, le chapeau et tout ça arrive à fond et après se casse et ne va pas même faire un demi-tour pour faire une sorte de seconde attaque parce qu'elle a loupé le coup. Et en plus, quand j'ai fait ma réaction là, j'ai remarqué qu'on l'avait déjà vu quelque part. Et en effet, dans le chapitre 827, il me semble, ce lapin faisait partie d'un groupe de personnes qui étaient partis chercher des aliments pour faire le gâteau du Tea Party. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est assez bien de voir justement qu'on a quelques personnes qui sont mis à droite, à gauche et qui commencent maintenant à intervenir et voir un petit peu leur rôle. Maintenant aussi, ce que j'ai trouvé excellent dans ce chapitre, c'est l'utilisation de Nami. Et ça fait super plaisir car elle n'est plus relayée qu'à son statut de bimbo avec des gros nibards, un maillot de bain et un pantalon taille basse où on lui voit l'arrêt du cul. Je ne sais pas si on lui voit l'arrêt du cul. On lui voit le string, ça c'est sûr et certain, je l'ai déjà vu dans un truc. Et là, on voit qu'elle est quand même assez intelligente, même très intelligente, parce qu'elle remarque que c'est franchement un piège. C'est la seule qui ne voit pas Senji, donc là on peut se poser la question de savoir si l'illusion qui est mise est seulement visible que pour les personnes qui sont simples d'esprit. Ça c'est bon parce que pareil, au niveau du trio qu'on va reprendre, c'est-à-dire Luffy, Chopper et Carrot, là par contre, je crois qu'à eux deux,
Au niveau du ki, je sais même pas s'ils atteignent les 100. Enfin, quoique oui, Chopper, avec tout ce qu'il fait au niveau médical, il va avoir un QI élevé. Mais voilà, c'est des personnes qui sont plus impulsifs, ils ne sont pas réfléchis. Et là, Nami, elle va prendre justement toute son importance. Elle va peut-être pouvoir déjouer quelques illusions, quelques trucs. Donc oui, j'espère franchement qu'il va avoir un très bon traitement de ce personnage qui, encore une fois, a été assez relégué depuis les livres des 2 ans. Pareil pour Brooks, là je vais aussi en parler. C'est-à-dire que Brooks, on attend tous. Je sais que moi je suis pas très fan de ce personnage-là, mais il y en a beaucoup qui sont super fans. Et ça serait sympa de le voir faire autre chose que des blagues. Ça serait vraiment cool. Et encore une fois, le voir partir avec Pedro et utiliser son pouvoir pour l'infiltration est une très bonne idée. Et aussi je vais parler du Pedro, parce que pour moi le Pedro ce n'est pas le traître. Je ne pense pas que ce soit le traître. Je vois quelqu'un qui veut justement se racheter du fait qu'il n'a pas réussi à avoir la road poneglyph pour Neko Mamushi, et là justement il a moyen de pouvoir se racheter et aussi de pouvoir peut-être sauver son frère. Donc là il y a plein de choses pour Pedro et encore une fois, si Pedro par contre c'est le traître, bah je me serais encore bien fait niquer la gueule. La dernière chose maintenant que je voudrais dire, c'est au niveau du fanservice. On a beaucoup critiqué, il y a beaucoup de gens qui critiquent One Piece par rapport au fanservice, et là on a un parfait exemple qu'il n'y a pas de fanservice, ou alors il n'y en a pas énormément. Je parle de fanservice au niveau de boobs, au niveau de petites culottes, etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Carotte saute justement sur Nami pour l'allonger, pour qu'elle passe justement en dessus du coup de coup près, on aurait, vu comment est l'angle, vu comment est dessinée la scène, on aurait pu, si c'était du fanservice, on aurait pu facilement voir la culotte de Nami et aussi voir la culotte de Carotte, tiens justement, ça rime. Parce que c'était totalement l'endroit pour le faire. C'est-à-dire que ça a été le petit clin d'œil ou quoi que ce soit. Chose qui aurait été obligatoire dans Fairy Tail. Et là, je ne vais pas cracher sur Fairy Tail, car le fanservice, de ce point de vue, fait partie de l'identité de Fairy Tail. Je dis pas que c'est un mal, parce que j'ai aussi regardé en grande partie aussi pour ça. Après, il y a une histoire, il y a tout ce truc. Mais j'en ai marre qu'on dise que One Piece c'est du fanservice. Il ne faut pas confondre One Piece l'anime avec les boobs et One Piece le manga qui est dessiné par Eiichiro Oda. Car encore une fois, il y a des moments où on voit les seins de Nami ou quoi que ce soit, il y a toujours des bulles qui sont mises d'une certaine façon pour cacher les choses. Donc voilà, c'était ça, une petite mise au point que je voulais faire, et on va aussi parler d'autre chose. Par contre, j'ai complètement oublié Rebecca au niveau fanservice. Oui, là, j'avoue, c'est inexcusable. Mais vous savez ce que je pense de Rebecca, de toute façon. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est tout simplement au niveau des traductions par rapport à certaines teams. Moi, je regarde par rapport à la MF Team, je crois que c'est la Magic Fuck Team, je crois que c'est ou la Magic Fucking Team, un truc comme ça, désolé si j'ai écorché votre nom les gars. C'est une bonne team pour ce qui va être de la traduction, pour l'avoir rapidement. C'est-à-dire qu'au niveau des fautes d'orthographe, ils en font pas tellement, quoique moi je suis une bite en orthographe, donc les repérer, je suis même incapable de les repérer. On est souvent dans le sens global du contexte, mais là par exemple il y a eu une petite erreur qui m'a fait un petit peu tilter. C'est-à-dire qu'au niveau de la traduction, quand Brooks dit que c'est la première fois qu'il est dans le dans le sous-marin, je me suis dit putain, on l'avait déjà vu. Et oui, on l'a déjà vu dans le chapitre 490, il me semble. Et il y a d'autres teams après qui sortent le chapitre plus tard. C'est la OPS, la One Piece Scan, je crois que si mes souvenirs sont bons, et eux, ils font une traduction qui colle beaucoup plus au niveau de ce qui se passe réellement dans le manga, mais ils le sortent beaucoup plus tard, donc ils ont beaucoup plus le temps de faire un travail dessus. C'est pas la même optique du chose. C'est comme au niveau de l'anglais, t'as le manga rider qui fait une certaine team, et après t'as le manga stream qui en fait une autre qui colle un peu plus. Et là justement avec la OPS, on remarque que Brook dit que c'est la première fois qu'il conduit le sous-marin, donc là maintenant ça se tient. Parce que Brooks a déjà été dans le sous-marin, mais il ne l'avait jamais piloté. On dit piloter un sous-marin et non pas conduire un sous-marin. Quoique je sais même pas, on verra. C'est un détail à vérifier de toute façon. Tout ça pour dire que ce n'est pas une erreur d'Eiichiro Oda, comme certains ont osé le dire, et que, en fonction de ce que vous voulez regarder, c'est pour ça que je prends du temps aussi à faire les critiques analyses, parce que après, je reprends d'autres traductions de chapitres pour voir quel a été vraiment le message premier. Donc voilà, ça encore une fois, c'était une petite mise au point que je voulais faire dans cette vidéo. Voilà, cette critique analyse est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez apprécié. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, et aussi à bientôt à la Japan Expo.